Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. A priori, oui. Alors, attendez, je regarde juste si tout fonctionne avant de commencer cette conférence. Partage, écoutez, le son, la lumière, la caméra aussi. Ça m'a l'air tout bon, donc on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Grondon, je suis interne en oncologie à Paris et aujourd'hui, je vais vous faire une conférence de thérapeutique pour Hermès. Donc, il y aura, donc là, il y a la conférence de thérapeutique qui durera entre 2 heures et 2h30. Et puis, il y aura également un enregistrement d'un TD de thérapeutique. Hermès nous a demandé de faire ça avec entre 20 et 30 QI qu'on corrigera ensemble tranquillement. Donc, vous, comme ça vous permettra de regarder ça en replay. Alors, comme ça, vous pourrez regarder quand vous voulez, en x1,5 si je parle trop lentement, ou en x0,75 si je parle trop vite. Et en revanche, pas trop de questions, mais je resterai disponible par mail. Il sera disponible à la fin de la conférence. Si vous avez des questions, il ne faudra vraiment pas hésiter. Je ne sais pas si vous êtes en D2 ou D3, donc on va y aller tranquillement. Vous verrez que la thérapeutique, c'est une matière qui est assez transversale, où on aborde plein de thématiques et où en fait, on aborde pas mal d'autres spécialités. Donc peut-être que pour des D2, on va aborder parfois certaines spécialités que vous n'avez pas encore vues. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci, on va y aller tranquillement et ça vous permettra quand même d'aborder certaines notions. Alors, en présentiel, j'aime bien demander à main levée qui a déjà ouvert ce collège de thérapeutique. En général, il y en a assez peu, mais pas de problème. Déjà, il est très gros et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps maintenant avec l'externat qui dure 2 ans d'ouvrir tous les collèges et notamment les collèges annexes comme celui-ci. Par ailleurs, il est très gros et un peu trop exhaustif si vous voulez mon avis. Pour autant, si un jour vous êtes amené à l'ouvrir, voilà mes quelques petits conseils. Euh, la première partie du collège aborde on va dire, tous les aspects médico-administratifs qui sont importants à connaître, même si un peu trop exhaustif, mais n'hésitez pas quand même à aller le survoler ou alors à le ficher. Il y a quand même des notions qui sont importantes et qu'on va aborder ce matin. Et puis aussi un peu des aspects pharmacologiques qui peuvent être amenés à tomber, dont on va aussi aborder certains points ce matin. Enfin, ce matin, pour moi c'est le matin, mais pour vous c'est peut-être le soir. En revanche, il y a toute la deuxième partie du collège qui aborde les grandes classes thérapeutiques une à une, les antihypertenseurs, les antidiabétiques, les antipsychotiques, etc., etc. Et là, je vous déconseille de le faire dans ce collège-là, parce qu'en fait, déjà, c'est trop exhaustif, c'est pas assez ciblé sur ce qu'on nous demande aux EDN, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes PU qui ont fait le collège-là et qui font les questions d'hypertension dans les concours. Et par ailleurs, des fois, il y a un peu des infos contradictoires entre les deux collèges. Donc, je vous recommande chaudement de ne pas les aborder dans ce collège-là et de faire, par exemple, voilà, en bas à droite, je mets des exemples, à faire contraception dans le collège de gynéco, à faire la transfusion sanguine dans le collège des bateaux, etc., etc. Voilà pour ce que je pourrais vous dire sur ce collège-là. Par ailleurs, il est quand même très intéressant, mais je comprends bien que tout le monde n'ait pas le temps forcément de l'aborder dans ce temps et dans ce laps aussi court. Dans la con ce matin, on va faire donc 6 mini-DP et 3 QFP. Ça durera, je pense, entre 2 heures et 2h30. On va y aller tranquillement. Euh, voilà, on y va. On fait dans l'ordre. On fait d'abord les 6 dossiers et après, on va faire les 3 QFP. Je prends une petite gorge de café et on y va. Alors, premier dossier. Madame O, 28 ans, arrive au SAU pour une dyspnée depuis 72 heures. Sur le bilan bio, on note une anémie à 4 grammes par décilitre, un VGM à 67. Le reste de la NFS est normal. Le médecin des urgences évoque une carence profonde en fer sur une ferritine indosable et l'absence d'argument pour un autre diagnostic. Chez une femme jeune comme ça, c'est le classique. La patiente ne présente pas de saignement actif visible, mais elle décrit des règles abondantes de 5 à 7 jours, nécessitant 6 serviettes hygiéniques par jour, et ce depuis toujours. Alors, première question à propos des groupes sanguins et des transfusions d'hémoglobine. Les groupes les plus fréquents en France sont les groupes A et O. Alors ça, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est la bonne réponse. B, les patients O ne présentent aucun anticorps et peuvent donc recevoir en transfusion tous les types sanguins. Et alors là, c'est là qu'il ne faut pas se mêler les pinceaux. Les patients qui sont justement groupe O, ils ne présentent aucun antigène et donc ils présentent tous les anticorps. Donc ils présentent les anticorps anti-A et anti-B. Donc la réponse B, elle est fausse, c'est l'inverse. Et c'est les patients AB qui présentent aucun anticorps puisqu'ils présentent les deux antigènes. Et puis les patients, les groupes A, ils présentent l'antigène anti-B, etc., etc.
Donc la B, elle est fausse. Et la C, en cas de résus négatif, on peut transfuser en résus positif ou négatif. Et non, c'est faux. C'est les résus positifs qu'on peut transfuser en résus positif et négatif. Les résus négatifs, on peut les transfuser qu'en résus négatif. D, les patients AB sont receveurs universels. Et ça, c'est vrai. Et eux, les autres systèmes, notamment quels, sont moins immunogènes, mais doivent être respectés si possible. Ça, la réponse est vraie. Et ça veut dire que dans l'urgence, on peut surseoir au système quel. En revanche, quand on est dans une urgence relative, on va essayer de respecter tous ces groupes-là. Alors, vous allez voir que dans cette conférence-là, j'ai essayé de mettre un peu les grands screens du collège qui permettent de répondre à ces questions-là. C'est pour moi les, euh, les, les morceaux du collège qui sont les plus importants. Donc n'hésitez pas à les relire tranquillement. Je ne vais pas avoir le temps de tout lire parce que ça ferait vraiment lecture. Mais si vous voulez faire pause et relire, c'est assez intéressant. Euh, je vous oriente tout de suite là en bas du screen où où il y a les fréquences et vous voyez que les groupes A et O sont les majoritaires et le groupe AB étant le plus minoritaire. Et puis ensuite, voilà, je vous laisserai lire un peu. Ça, la deuxième partie, tout ce que je vous disais, les sujets A sont porteurs d'anticorps anti-B, les sujets B sont porteurs d'anticorps anti-A, et les sujets O sont A et B, et les AB n'ont pas d'anticorps naturels réguliers. C'est normal, sinon ils s'attaqueraient à leur propre sang, ce serait pas possible. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas, c'est pas évident comme notion, à chaque fois on s'embrouille un petit peu. Donc n'hésitez pas à reprendre ça tranquillement. Et si jamais, à me poser des questions, mais pas en direct, mais du coup par mail. Et puis pour les systèmes Resus et d'autres systèmes, globalement, c'est surtout le système Resus qu'il faut connaître, d'accord? Parce que c'est celui qui est le plus immunogène après la BO. Voilà, je ne vais pas détailler, je vous laisserai lire. Les autres systèmes, c'est vraiment pour l'histoire. Je pense pas qu'on puisse vous poser des questions dessus, si ce n'est connaître le nom, quoi. Hop, donc voilà, donc on avait dit la A, elle est vraie. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est mis 0. Et ce qui est en vert, c'est ce qui n'est pas mis 0. Et puis en bleu, c'est vrai, mais pas besoin ça ne met pas 0 si on ne met pas. Hop, on y va. Question 2, donc on se rappelle, la patiente elle a 4 grammes d'hémoglobine. Dans cette situation, vous demandez 2 kg globulaires, 2 kg de globules rouges, pardon, et donc là, c'est le degré d'urgence. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà renseigné une fiche de transfusion pour demander des kilos à la NFS, il faut cocher. J'aurais pu vous mettre un screen, mais je ne l'ai pas fait. Mais en gros, il y a urgence vitale, urgence relative, urgence vitale immédiate, et puis programmée. Et donc là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Programmer, urgence vitale immédiate, urgence vitale, urgence relative. Alors, ici, ce sera de l'urgence relative. Je m'explique. Ouais, je m'explique. Le degré d'urgence ne se fixe pas sur le taux d'hémoglobine. Il se fixe sur, disons, la rapidité à laquelle on perd du sang. Et s'il y a une hémorragie active. Autrement dit, si on est en choc hémorragique, que le patient est en train de se vider de son sang des litres devant vous, même si l'hémocu, c'est ce qui permet de faire comme la glycémie, mais les globules rouges en rapide, même s'il est à 9, on se doute bien qu'il va perdre énormément de sang, on fait une urgence vitale immédiate. En revanche, un patient qui a 4 grammes d'hémoglobine comme elle, mais qui n'est pas en train de se vider de son sang et qui tolère plutôt bien l'anémie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en détresse respiratoire aiguë, etc., on peut tout à fait attendre 4 heures le temps d'attendre les culots, d'accord? Quand on dit urgence vitale relative, on peut recevoir les culots assez rapidement, hein. Ça veut juste dire que la NFS ne va pas traiter en urgence le truc, ok? Mais ce sera une transfusion dans la journée. En salle d'hospitalisation, je ne sais pas pour ceux s'il y en a qui ont déjà vu des transfusions. Souvent, c'est à la bio du matin, on voit que l'hémoglobine elle est inférieure à 8. On remplit le truc, on faxe à la NFS et, euh, et on reçoit à l'EFS, pardon, je dis la NFS depuis tout à l'heure. À l'EFS, excusez-moi, on reçoit les culots dans la journée, hein, donc, et on fait la transfusion dans la journée. Donc là, c'était urgence vitale, urgence relative. Ici, c'est les seuils transfusionnels que je vous ai mis. Globalement, il faut retenir 7 pour les hémorragies aiguës, d'accord, notamment les hémorragies digestives. Pour les patients en salle un peu fragiles, souvent on est plutôt autour de 8. Là, vous voyez, par exemple, moi je suis oncologue, donc nous on transfuse entre 8 en oncologie. Et puis sinon, pour les traumatisés graves, pour les coronaropathes, on peut transfuser un peu au-dessus. Ça dépend. Mais retenez 7 pour les hémorragies actives et puis 8 pour l'oncohématologie. Et enfin, donc voilà, ce dont je vais vous parler, c'est les degrés d'urgence pour définir les modalités de délivrance. C'est-à-dire que le FS va délivrer plus ou moins rapidement les kilos en fonction du degré d'urgence. Donc ça, c'est au médecin et donc à l'interne souvent de remplir ça. Donc des fois, on peut être un peu se poser la question. Donc voilà, il faut vraiment être clair.
en hospitalisation, en général, il n'y a jamais d'urgence ni vitale, ni vitale seule, ni vitale immédiate. Souvent, c'est de l'urgence relative. Ok. Donc voilà. Et donc après, en fait, en fonction de la modalité de délivrance, on va plus ou moins surseoir au statut immuno-hématologique, notamment en cas d'urgence vitale immédiate. On n'a pas besoin d'avoir d'ABO ou de résus, on va transfuser d'emblée. Donc souvent, dans ce cas, on prend du sang O+, d'accord, qui peut se transfuser à tout le monde, ou du sang O-. Euh, Sauf pour les femmes, on va mettre du sang O-. Ok, parce qu'elles sont à risque, enfin les femmes en âge de procréer. Ok. Alors, Madame O, donc on lui propose une transfusion à propos de celle-ci. Ah, et là, c'est la question qui tue. Moi, quand j'étais externe, j'ai détesté ces questions-là. C'est euh, quelles caractéristiques pour notre culot? Donc, les culots phénotypés étendus, comptabilisés, irradiés, déplasmatisés. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, ici, on va demander un culot phénotypé seul. D'accord? Phénotypé, en gros, c'est juste avoir l'ABO et le résus. C'est ce qu'on fait quand on a euh, ce qu'on fait quand on a des urgences relatives, quand on a des femmes en âge de procréer, d'accord? Il nous faut un peu de résus étendu et puis l'ABO, d'accord? Euh, tout ce qui est concentré plaquettaire phénotypé, oublié, ça tombera jamais. Pareil pour le phénotype étendu, en fait, hein. C'est souvent le phénotypé qu'on demande. Le phénotypé étendu, c'est pour des patients qui ont des maladies des globules rouges, type thalassémie ou drépanocytose. Ok. Et pour ce qui est des culots comptabilisés, et ben ça, en fait, c'est tout simplement pour les patients qui ont des RAI positifs, donc qui ont déjà antagonisé leur sang. Donc, dans ce cas, faut avoir des CGR comptabilisés. C'est-à-dire qu'on a essayé de regarder au laboratoire si c'était bien compatible avant de pouvoir transfuser. D'accord? Pour ce qui est des culots irradiés, ça, je ne pense pas qu'on puisse vous poser la question. C'est en gros euh, en hémato quand on greffe, euh, notamment en allogreffe. Et pareil pour le déplasmatisé, c'est des cas très précis. Bon, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse vous poser la question. Donc retenez vraiment, phénotypé. Et si un jour vous avez un doute sur ce genre de questions-là en concours, en partiel, je vous conseille si vous devez parier sur le phénotypé. C'est vraiment le seul qu'on nous demande à chaque fois de cocher. Les kilos arrivent dans les urgences, quelle particularité devez-vous surveiller? Alors, autre question un peu pénible, c'est retenir les modalités de conservation des kilos. Alors, pour les